Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 18h. Le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a célébré ce jeudi 2 avril 2026 la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'objectif est de mieux faire connaître les troubles du spectre de l'autisme, lutter contre les préjugés et favoriser l'inclusion des personnes concernées dans toutes les sphères de la société. C'était dans la salle de presse du CICB en présence de plusieurs associations et centres de formation. On a fait le point avec Amadou Kamara et Seydou Niari. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, célébrée chaque année le 2 avril, suscite de nombreuses recherches sur son origine, son statut officiel, sa signification et les actions menées autour de cette date. Tel était, entre autres, l'objectif recherché par les initiateurs de cette cérémonie. En cette journée dédiée à l'autisme, nous voulons rappeler à tous que la différence n'est pas une faiblesse, mais une richesse. L'inclusion n'est pas une option, c'est une responsabilité collective. Continuons donc à sensibiliser, à éduquer, à ouvrir nos cœurs et nos esprits afin de bâtir une société juste, plus inclusive et plus humaine. Ensemble, donnons à ces enfants les ailes dont ils ont besoin pour s'envoler. Aujourd'hui, en ce 2 avril, nous nous réunissons pour marquer la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Une journée importante pour informer, pour comprendre, mais surtout pour rappeler que derrière le mot autisme, il y a des enfants, des familles, des espoirs et beaucoup de courage. Non, l'autisme, ce n'est pas de la folie, ce ne sont pas des djinns, ce n'est pas de la sorcellerie non plus. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui influence la manière dont une personne communique, interagit avec les autres et perçoit le monde qui l'entoure. Le 2 avril est l'occasion pour chacun de s'engager à son niveau en faveur d'une meilleure compréhension de l'autisme. De nombreuses actions simples sont entreprises au cours de cette journée. Oui, l'objet de cette cérémonie, c'était la célébration de la journée de l'autisme, célébrée le 2 avril de chaque année, que l'ONU a reconnu depuis 2007. Et ma présence, c'est en tant que président de la commission santé. Et cette journée nous demande à ce qu'on fasse la promotion de la sensibilisation de l'autisme, en disant que c'est une journée consacrée à la promotion de l'inclusion, aussi de la reconnaissance et de l'acceptation, c'est-à-dire l'acceptation et la reconnaissance des droits des personnes autistes. Les associations jouent également un rôle central en organisant des conférences, des ateliers ou des événements solidaires. Participer à ces initiatives, faire un don ou simplement relayer les messages sur les réseaux sociaux contribue à amplifier l'impact de la journée. Notre mission est claire, offrir un accompagnement adapté, valoriser chaque progrès, aussi petit soit-il, et surtout créer un environnement où chaque enfant peut s'épanouir à son rythme, avec dignité et amour. Merci d'avoir choisi de nous confier ce que vous avez de plus précieux, vos enfants. Nous sommes pleinement conscients que derrière chaque enfant, il y a une histoire, des inquiétudes, des espoirs, parfois des combats silencieux. Votre courage et votre résilience forcent le respect. C'est pour cela que notre rôle en tant que société est essentiel. Nous devons changer notre regard. L'autisme n'est pas une honte ni une fatalité. C'est une différence qui nous appelle à plus d'humanité, plus de patience, plus de solidarité. Comprendre, c'est le premier pas. Accepter, c'est ouvrir son cœur. Mais inclure, c'est agir. Et comme action, nous avons décidé, lors de cette journée du 2 avril, et dans le cadre du mouvement Spark Spectrum of Possibilities, de procéder au dépistage gratuit de l'autisme pour tous les enfants. Et en cette journée du 2 avril, rappelons-nous que la sensibilisation ne doit pas durer seulement un jour, mais toute l'année. Parce que chaque enfant mérite d'être vu, compris et aimé. Parce que chaque différence mérite d'être respectée. Parce qu'au fond, une société se mesure à la manière dont elle protège et accompagne les plus vulnérables.
Rappelons qu'elle a été officiellement instaurée en 2007 par l'Organisation des Nations Unies à travers une résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU. Cette journée est avant tout un moment pour écouter, apprendre et favoriser l'inclusion au quotidien, bien au-delà du 2 avril. Le comité Ansar Dine de Moussou dans la sous-section de Baginda a rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar au quartier Bankoni Djanginebougou, commune 1 du district de Bamako. Objectif, saluer et renouveler son engagement pour ensuite solliciter les bénédictions de Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Image Loutou Sidibé, Kafne Bachili pour le commentaire. Une forte mobilisation composée des membres du comité Ansar Dine de Moussou a rencontré les guides spirituels des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali dans une ambiance des grands jours. À travers cette visite, il s'agissait pour les disciples militants Ansar de venir reconnaître les efforts et mérites du guide spirituel des Ansar, formuler et solliciter des bénédictions. Ainsi donc, la délégation reçue en a profité pour renouveler sa marque d'estime et engagement envers Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa suite. Pour sa part, le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, s'est adressé aux membres du comité Ansar Dine de Moussou pour ses mots de remerciement pour la considération à son égard avant de formuler des bénédictions en leur faveur. Notez bien, la rencontre a été clôturée par la prestation des 6 serments de la Bayatul islamique. Actualité sur un tout autre plan. L'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, en partenariat avec l'entreprise Prestige SA, a organisé la première édition du concours interdisciplinaire célébrant l'excellence académique et les valeurs de l'éducation au Mali, appelé Challenge de Bamako, entre les élèves de la 3e, 4e et 5e année des établissements français au Mali comme Liberté A, les Angélos, les Sequoia et les lauréats. C'était ce mercredi 1er avril dans les locaux du lycée Liberté A. Commentaire Fatmata Yayakani. Cette compétition vise à fédérer l'ensemble des élèves et enseignants des établissements scolaires français à l'étranger pour cultiver l'excellence académique du français. Alors maintenant, pourquoi on l'a fait pour des écoles françaises? Parce que on a voulu le faire ici. Mais l'idée, ce serait à long terme d'inviter plusieurs autres écoles et autour du français, des mathématiques et du sport. Alors l'objectif recherché, c'est donner du goût pour les mathématiques, pour le français et pour la pratique du sport. On va parler d'abord de l'école qui accueille la compétition, c'est le lycée Liberté. L'idée, elle est venue d'ici et c'est pourquoi la première édition est organisée ici. Alors, les autres écoles du programme français auraient pu venir, mais pour plusieurs raisons, elles n'ont pas pu participer à la première édition. Mais on espère, encore une fois, je vais me répéter, que les autres écoles du programme français à Bamako vont participer et d'autres écoles du programme malien. L'idée, ce serait ça en fait. C'est surtout qu'en fait, dans ce genre de challenge, on échange avec les autres collègues et ça permet de mutualiser nos pratiques. Ça permet d'échanger sur ce que tel utilise comme méthode pour une même connaissance. Les lauréats de cette première édition ont apprécié l'initiative à sa juste valeur. Je suis fier de moi et j'aimerais offrir ce prix à ma mère. C'est une très bonne idée, ça permettrait aux gens de développer leurs capacités et ça va plus motiver certains élèves à avoir de meilleures notes. Personnellement, en fait, comme je suis fort en orthographe et je lis beaucoup de livres, je m'attendais au moins à être dans le podium, donc je suis fier de moi. Et pas pour me vanter, mais je suis content et je pensais être au moins dans le top 3. Je les félicite aussi
et bonne chance à eux pour la prochaine fois. Sponsor officiel de la première édition du concours interdisciplinaire célébrant l'excellence académique et les valeurs de l'éducation au Mali, le représentant du groupe Prestige SA, très ému, a félicité et remercié les initiateurs de l'événement. Tout d'abord, le groupe Prestige, c'est une activité qui regorge beaucoup d'entreprises à son sein, dont le BTP, la sécurité, l'agence immobilière, l'assurance. Donc ces genres d'événements sont toujours sponsorisés par le groupe Prestige. Depuis pas mal d'années déjà, les activités récréatives pour la jeunesse, surtout si ça concerne l'éducation, parce qu'on sait que l'éducation c'est la clé de la réussite aujourd'hui. Donc on doit vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir encourager ces genres d'activités. C'est une très bonne initiative et c'est une initiative vraiment à encourager et à soutenir aussi, comme c'est une première édition. Et nous comptons vraiment soutenir cette initiative jusqu'à fond à les années à venir et inviter les autres établissements à participer à l'activité. Notons qu'à l'issue des différentes compétitions écrites et sportives, c'est le groupe scolaire Les Angélotes qui s'est emparé dans la place du podium. La remise des médailles et les distinctions honorifiques aux différents lauréats ont mis fin à la cérémonie. Fin du séminaire de formation initié par l'association Ansardine nationale Mali à l'intention de la cellule féminine du collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire Camus Mali. Objectif, l'air outillé sur les techniques de fabrication du savon liquide et du savon pâte. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce jeudi 2 avril 2026 dans la salle de réunion de la FADI en présence des participantes venues de plusieurs localités. Reportage Sadio Sidibé et Baba Keita. Formation en savonnerie à l'intention du collectif des Ansars en milieu scolaire et universitaire, en abrégé Camus Mali. Le thème central retenu pour la 3e édition du séminaire de la cellule féminine est les élèves et étudiantes Ansars actrices de la foi et du développement durable au Mali. Durant 4 jours, du 30 au 2 avril 2026, les participantes sont venues de plusieurs localités du Mali, y compris le district de Bamako. Elles ont exprimé leurs sentiments de satisfaction avant de saluer la qualité de la formation. Alhamdulillah, je remercie le bon Dieu d'avoir participé à cette formation-là aujourd'hui. Ça nous a ouvert deux opportunités, comme après ici on peut aller faire dans notre localité pour fermer d'autres personnes aussi. Alhamdulillah, la formation a été bien passée et puis on a eu beaucoup de compréhension, ainsi que je vois que les formations qu'on a fait telles que la savonnerie, ça nous propose beaucoup de choses et puis ensuite on va comprendre la salubrité et ainsi qu'on va appeler les gens de venir pour former les gens. Et on a beaucoup de formateurs entre nous ici, quoi. Je suis très contente et puis de voir cette formation parce que bon, je ne sais pas comment on fait ce genre de formation. Pour concernant cette formation, j'ai eu beaucoup de compréhension et puis des suggestions aussi. L'objectif principal de cette rencontre, c'est rien d'autre que comme chaque année, le bureau exécutif national organise maintenant un séminaire de formation pour les serfs. Donc on les réunit, ensuite on fait des formations sur les différents domaines. La formation a porté essentiellement sur 2 modules, à savoir le savon liquide et le savon pâte. L'objectif est de permettre aux sœurs du collectif des Ansars en milieu scolaire et universitaire de s'approprier les techniques de fabrication du savon. Le début même du séminaire, on a commencé à faire la formation sur Tchéké, Djeké. Ensuite, il y a Deke aussi, donc on a fait la formation sur ça. On prépare ce séminaire pour aider maintenant nos sœurs donc à accueillir des nouvelles compétences. La formatrice qui a dispensé les 2 modules est revenue sur les techniques de fabrication des savons avant d'apporter des précisions sur son importance dont les effets n'ont pas de conséquences sur la santé humaine. Aujourd'hui, nous sommes au Bangon Tiangenedbou pour la séminaire de formation 3e édition des serres. Aujourd'hui, on a la formation comme thème savon liquide et savon pâte. Cette formation aujourd'hui, ça permet les femmes de faire quelque chose à la maison sans aller au travail au boulot.
La composition de ces matières, comme aujourd'hui, on a la fabrication de savons liquides industriels. On a Texapon, savon pâte et on a grains de riz. On a T360, acide dobanique, sel, parfum et colorant et conservateur aussi. La formation s'est bien déroulée. Les gens ont beaucoup appris avec la formation. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du séminaire de la cellule féminine du collectif des Ansars en milieu scolaire et universitaire Camus Mali. La session avait débuté le 30 avril dernier pour se terminer le 2 avril 2026. Durant 4 jours, les participantes ont été outillées sur les techniques de fabrication du savon liquide et du savon pâte. Actualité chérifienne à présent, dans le cadre d'une tournée de prêche, de sensibilisation, le fils du guide spirituel des Ansars, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, est en terre ivoirienne pour une série de prêches dans plusieurs localités du pays qui a débuté dans la localité de Lokota. Voyons le récit de notre correspondant local, Diakarija Dambélé, avec la voix de Amadou Kamara. Cette tournée de sensibilisation à l'intention des fidèles musulmans de la Côte d'Ivoire est une initiative du Bureau national en Sardine qui a débuté à Lakota, va se poursuivre dans plusieurs localités du pays. Remercions Allah le Tout-Puissant d'avoir permis d'être arrivé aujourd'hui ici, puisque nous avons désiré faire une tournée nationale au nom du bureau, on appelle par le Bureau national en Sardine Côte d'Ivoire, dont je suis le vice-président chargé de la modulation et de l'implantation. La tournée va se dérouler en 26 étapes, dont la première aujourd'hui, c'est à Lakota ici. Alors, une tournée qui a pour thème nulle contrainte à la religion, animé par notre Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, qui est le fils aîné de Seydi Chérif Haïdara, notre guide spirituel. La tournée a bien commencé. Prions Allah le Tout-Puissant de faire en sorte que cette tournée se passe dans les meilleures conditions, sans aucun problème. Après ici, nous allons demain à Gagnoa, ensuite à Soubré, Djokwe, Ma, Odjine, Makono, Segela, ensuite Yamsokoro, Bonganou, Azopé, Gouville et Abidjan. Ensuite à Grand Laou. C'est vraiment le programme qui a été élaboré, à la face que tout se passe dans les meilleures conditions. Alors nous en profitons pour remercier les autorités ivoiriennes parce que nous leur avons adressé des courriers pour le déroulement de cette tournée et ont permis. Sorti massivement pour réserver un accueil chaleureux digne de son rang, les responsables en Sardine de la fédération de la dite localité ont exprimé leur sentiment de joie et de fierté en recevant le fils aîné du guide spirituel des Ansars, son éminence Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Trouver Cheikh Ahmed Tidiane Haïdara le soir, on a bien fait accueil et puis il est bien rentré ici par la grâce de Dieu. Et puis les gens sont sortis de façon qu'on veut aussi. Vraiment, Dieu merci, on est content en l'air là, vraiment, on ne sait même pas comment il faut dire. Vraiment, Dieu merci seulement, vraiment. Quand on dit que Cheikh Ahmed Tidiane vient à Lakota, le moment qu'on n'a pas vu Cheikh Ahmed Tidiane, vraiment, on était stocké. Vraiment, vraiment. Moi-même, j'ai eu trop de peur parce que les policiers sont sortis pour aller vers 17h, ils ont parti là-bas. Il n'y avait personne, et même appelé qu'ils ont là, il n'y a personne d'abord, vraiment, il était choqué même. Mais quand on m'a dit qu'il est à Divo, vraiment, je vois que vraiment, il est déjà arrivé à Lakota. Bon, on est content vraiment, vraiment qu'il est arrivé ici. Fédération de Divo d'abord, Fédération de Divo 1. Vraiment, vraiment, on les salue d'abord parce qu'ils ont fait accueil d'abord et puis les accompagner de venir à Lakota ici. Bon, ils ont bien rentré ici aussi pour nous trouver dans la santé aussi, dans la joie. Vraiment, Dieu merci, on les accueille dans la bonne volonté de Dieu. Nous avons ce plaisir vraiment de recevoir ici le fils de notre guide spirituel, Seydi Chérif Ahmed Haïdara, que je nomme ici Cheikh Ahmed Tidiane Haïdara. Nous sommes très heureux, nous sommes très émus, c'est une joie, parce que ceux-là, leur arrivée dans la région, vraiment nous apporte beaucoup.
va contribuer à l'éducation, à la cohésion, surtout pour ce thème de ce tournée-là, nulle contrainte à l'islam. Vraiment, c'est ce thème-là qui est bien choisi, qui va permettre aux uns et aux autres de comprendre que l'islam n'est pas une religion de brutalité, l'islam n'est pas une religion de soumission en fait. Voilà, donc nous sommes très heureux. Aujourd'hui, nous passons, après son passage, après avoir véhiculé ces messages-là, ça va vraiment amener les gens à comprendre ce que c'est que l'islam authentique. À noter que cette tournée de sensibilisation pour un islam authentique et pacifique va concerner 26 localités de la Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris fin par la prestation d'allégeance des 6 serments de la Bayatul Islamia. Voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale commentée par Sadio Sidibé. En ouverture de la page de l'actualité internationale de ce vendredi 3 avril 2026, nous prenons la direction du Cameroun qui aura bientôt un vice-président. Un projet de loi visant la création de ce poste a été soumis à l'examen du Parlement de ce pays d'Afrique centrale le jeudi 2 avril 2026. Les députés et sénateurs camerounais qui se sont réunis en congrès doivent se prononcer sur la modification de certains textes de la Constitution nécessaires pour la création d'une vice-présidence. Mais l'initiative divise. Les partisans du pouvoir saluent une décision qui contribuera à dynamiser le fonctionnement des institutions. Une volonté de modification qui surprend les Camerounais comme les députés de l'opposition qui estiment que l'urgence n'est pas la création d'un poste de vice-président, fustigeant le fait de n'avoir pris connaissance du texte qu'en pleine séance du Congrès. Les adversaires du président Paul Biya rejettent tout changement de constitution du pays sans l'aval du souverain primaire. Pas question non plus d'accorder une prérogative aux députés dont le mandat vient d'être prorogé, posant de facto la question de leur légitimité. Direction le Burundi, où l'armée tente de rassurer les populations après l'incendie d'un arsenal militaire qui a fait 13 morts parmi les civils. Jeudi, le général Gaspard Baratuza, porte-parole de forces de défense du pays, était face à la presse. Des maisons ont été endommagées dans divers quartiers ainsi que des véhicules privés, du matériel et des installations militaires ont brûlé et ont été détruits, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Gaspard Baratuza, dans un communiqué. L'armée burundaise a confirmé mercredi que 13 civils avaient été tués dans des explosions survenues en début de semaine lors d'un incendie dans un arsenal militaire de la capitale économique Bujumbura qui a fait 57 blessés. Les autorités évoquent un court-circuit, mais les déflagrations ont sémé l'effroi dans les quartiers sud de la ville. L'armée n'a pas précisé si des soldats avaient été tués, mais a indiqué que 3 d'entre eux figuraient parmi les blessés. L'actualité hors du continent africain. Lors de leur entretien au Kremlin, Vladimir Poutine a présenté à Badr Abdelati, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de nombreuses idées intéressantes concernant la coopération bilatérale, incluant la création éventuelle d'un hub céréalisé et énergétique en Égypte. Le président russe a également rappelé les projets en cours tels que la centrale nucléaire d'El-Daba et la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez, soulignant que plus de 10 grandes entreprises russes ont exprimé leur volonté de participer à ces initiatives. Le ministre égyptien a salué ces propositions, confirmant l'accueil favorable de son gouvernement au projet de coopération. Il a officiellement convié la Russie au lancement d'un centre logistique pour les céréales et a réaffirmé l'attachement de l'Égypte au respect des délais de réalisation de la centrale nucléaire d'El-Daba, qualifiée de projet national
Par ailleurs, Abdelati a insisté sur l'importance de débuter rapidement les réunions du groupe de travail conjoint sur la zone industrielle russe afin de finaliser les mécanismes de financement et d'exécution. L'actualité au Moyen-Orient, selon les médias officiels iraniens, le pont situé près de Kara, à l'ouest de Téhéran, a été frappé alors que plusieurs personnes se trouvaient sous l'ouvrage et à proximité des berges. Des vidéos diffusées en ligne montrent une série d'explosions, un large panache de fumée des habitants tentant de fuir la zone. L'attaque a provoqué une vive émotion en Iran car elle a visé une infrastructure civile en pleine période de Nowruz, au moment où de nombreuses familles se rassemblent traditionnellement en extérieur pour les Suéda Bédar, dernier jour des célébrations du Nouvel An perse. Les autorités iraniennes affirment qu'aucune activité militaire n'avait été signalée à proximité de ce pont, connu sous le nom de B1, présenté comme l'un des plus hauts et des plus complexes du Moyen-Orient et dont l'inauguration était imminente. Donald Trump a ensuite relayé une vidéo présentée comme celle de l'effondrement du plus grand pont d'Iran en avertissant que d'autres attaques pourraient suivre si Téhéran ne cédait pas aux exigences américaines. Selon les autorités locales, la frappe attribuée à des forces américano-israéliennes aurait fait au moins 8 morts et 95 blessés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon week-end à tous.